Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, j'ai convié Yann Lechel, le président de Scaleway, hébergeur français, enfin opérateur de cloud, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et Gérard Haas, maître Haas, avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes. Bonjour, bienvenue. Dans mon viseur, je voulais vous faire réagir en tout premier lieu sur l'obligation d'accessibilité des sites web, puisque on est en plein dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a fait un focus là-dessus, nous, lundi, sur la nécessité de plus de visibilité aujourd'hui du handicap et de nouvelles solutions technologiques à leur service aussi. Qu'en est-il de la question de l'accessibilité des sites web, où on dit toujours qu'on est très en retard ? Maître Haas, je sais que vous maîtrisez bien ce sujet. Alors oui, c'est une question qui est fondamentale parce que l'accessibilité, ne serait-ce que pour la recherche d'emploi, on a en France à peu près 7% de personnes qui sont handicapées et 63% des personnes qui sont handicapées n'arrivent pas à trouver un emploi. Et 1 sur 2 Français qui trouvent aujourd'hui un emploi le trouvent grâce notamment au web, à Internet. Donc on se rend compte qu'il y a un enjeu fantastique derrière ça. Et il y a une société en France qui est leader sur ce marché, qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Facility, qui permet, grâce au numérique, à permettre cette accessibilité. Alors, la norme qui a été mise en place, RG2A 4.1, est très intéressante puisqu'elle facilite en fait cette accessibilité. Elle met en place des points importants. Il faut savoir que les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros sont obligées de mettre en place des techniques d'accessibilité. Et les administrations aussi. Et les administrations, et qu'il y a des sanctions qui sont prises derrière, qui peuvent aller, qui sont très importantes. Donc, on voit que c'est un enjeu important, et la France est leader aussi sur ce marché. Elle met en place une véritable politique numérique d'accessibility. Ah, alors là, vous êtes plutôt positif, alors. Absolument, je suis positif là-dessus. Il faut être positif. Alors, j'avais été impressionné par l'Angleterre, qui avait, il me semble, de l'avance sur le sujet. Et l'accessibilité est un sujet qui concerne évidemment les personnes qui ont des handicaps, mais ça concerne aussi les personnes qui ne sont pas facilement embarquées par le numérique. On parle de digital divide, c'est-à-dire cette séparation entre ceux qui ont accès, fracture, qui savent gérer les outils, et ceux qui ne savent pas. Et en réalité, le sujet de l'accessibilité n'est pas qu'un sujet de handicap, c'est un sujet d'usage. C'est-à-dire que si on ne pense pas à tous et chacun, lorsqu'on conçoit un service, et c'est d'autant plus vrai pour l'administration, donc l'administration se doit d'être exemplaire, alors on va se retrouver avec des personnes qui seront mises de côté. Donc, et ça, on y pense quand on est chef d'entreprise ou quand on dirige une entreprise de la tech qui est un peu éloignée de ses préoccupations finalement, alors, a priori. Par défaut, non. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on se concentre sur le gros du marché. Donc, si la majorité n'est pas dans une situation de handicap, alors on ne va probablement pas y payer suffisamment d'attention. Donc, c'est plutôt au régulateur d'être strict. Je pense que la France a édicté des règles très claires il y a 2 ans environ. Comme je disais, l'Angleterre était plutôt en avance. Mais le sujet est d'actualité et je pense que toutes les forces vont dans le bon sens. Donc, c'est un sujet important, c'est un sujet de société, c'est un sujet d'administration avant toute chose. On parle de payer ses impôts, on parle d'accès à la sécurité sociale. Eh bien, ces sujets-là sont centraux. Une fois que l'on fait très très bien ces premiers sites d'accès pour tous, alors le reste de la société va suivre. On est suffisamment strict aujourd'hui? Est-ce qu'on respecte suffisamment le droit, Maître Haas, en matière d'accessibilité? Alors, il y a des sanctions qui sont conséquentes. Donc, quand le droit, pour le respecter, c'est vrai qu'il faut regarder aussi les sanctions. Elles sont entre les mains du ministère de l'handicap. De l'égalité, absolument, de l'égalité. Il faut savoir quand même que le handicap dans le numérique n'est pas un handicap. Parce que derrière un écran, la personne, si elle peut avoir accès, elle va pouvoir être, j'allais dire, un acteur dynamique. Et il y a de très fortes enjeux derrière cela. Et je pense que le handicap est surmonté grâce au numérique. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. C'est une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience, absolument. Pour tous. Voilà, bon, alors continuons à en parler même au-delà de cette semaine dédiée en Europe. On enchaîne avec le plan France IA. Donc le gouvernement a présenté un nouvel investissement, 2,2 milliards d'euros sur 5 ans. C'est une deuxième phase, donc on est loin derrière, j'allais dire, la suite du rapport du député Cédric Villani.
On avait déjà donc investi 1,5 milliard d'euros, notamment pour créer des instituts pluridisciplinaires comme celui qu'on a découvert en introduction dans l'émission. Donc deuxième phase, qu'en pensez-vous? Quelle est votre première réaction? Alors on est dans la séquence des annonces. C'est sur 5 ans, donc il faut quand même diviser ce montant sur 5 ans. Évidemment, la nouvelle est bonne, notamment sur un sujet qui est très très transverse, comme l'intelligence artificielle. Oui. Donc moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une attention particulière sur la formation et sur la recherche, les universités. Donc ça, c'est essentiel, parce que justement, on doit continuer à apprendre sur ces sujets. On a peut-être raté la vague industrielle de l'IA, en tout cas la première, mais on a besoin que tout le monde s'éduque aux capacités de l'IA, justement, pour l'utiliser de manière assez simple, finalement. Donc ce sujet-là est important. Et là, c'est une phase en plus qui travaille sur les applications concrètes. Et alors moi, ce que j'ai retenu, et je me suis dit, tiens, ça va faire réagir Gérard Haas, ça. En fait, c'est une IA donc, qui est appelée de confiance, mais qui doit un peu dépasser les peurs et les craintes. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, ça? C'est parce qu'il y a 4 niveaux dans l'IA. Il y a si vous voulez, un niveau de IA sans risque, d'une IA faible, d'une IA qui présente en fait des hauts risques, ou alors qui est inacceptable. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la France et l'Europe en particulier a créé ce qu'on appelle l'éthique du numérique. Alors, oui, mais justement, la Commission européenne nous dit qu'il faudrait un moratoire, par exemple, sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Donc, on veut y aller un peu plus doucement que prévu sur l'IA. Et là, la France dit, bah oui, mais enfin, il ne faut pas avoir peur non plus. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir peur parce que, effectivement, et c'est ce que je voulais vous indiquer avec cette éthique du numérique, c'est que l'informatique a créé des comportements, ces comportements créent des usages, ils vont très vite grâce au big data et tout ce qu'on peut faire notamment avec le machine learning, et donc il était normal qu'on mette en place et qu'on encourage ces développements, mais qu'on y mette de l'éthique. Et donc il y a toute une démarche qui a été mise en place où on fait des études d'impact, on fait un accompagnement, on regarde. Et j'allais dire que véritablement dans l'IA, la démarche française est tout à fait innovante parce qu'on est dans j'allais dire, de l'éthique by design. Et c'est-à-dire que dès le départ, on essaye de voir les conséquences que pourrait avoir sur la vie privée et sur les libertés fondamentales l'utilisation de l'IA. Donc on est plutôt proactif. En tout cas, c'est la demande du gouvernement. C'est-à-dire, finalement, faisons du test and learn, c'est-à-dire on avance, on expérimente, on explore et puis on voit ce qu'il en sort. Law is code. Et si vous voulez, on est en train d'essayer d'anticiper et on essaye d'avoir une aide à la décision et non pas une IA qui soit une prise de décision. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'allais dire qu'on est exemplaire. Et je suis très positif par rapport à toutes ces démarches. Et oui, un petit cocorico, oui. Bon, donc en tant qu'avocat, ça ne vous effraie pas qu'on dise finalement, on verra après? Quelles sont les conséquences? C'est-à-dire qu'on doit quand même voir, l'innovation, elle est là. Si on ne prend pas le train en marche, on sera toujours en retard. Et donc, pour une fois, il est bien. Tous ces POC de proof of concept sont vraiment importants. Il faut qu'on puisse développer et puis qu'on se pose les mêmes questions, les questions au moment où on est dans le développement. Donc, je suis assez favorable à cela. Il faut être vigilant, quand même, parce que cette IA, évidemment, on est sur un sujet de pédagogie finalement très large appliquée. Le danger, évidemment, c'est de ne pas capitaliser sur ce qui va être développé à partir de la France. On sait que ces grands groupes viennent s'installer en France, payer des chercheurs, peut-être bénéficier du crédit impôt recherche. Donc on voit on devient très attractif. On devient attractif, mais quid de la création de la propriété intellectuelle et de la capitalisation en notre sein, c'est-à-dire France-Europe. Et ça, parce que quand on dit il faut transformer la R&D en succès commerciaux, si possible français. Voilà. Et ça, c'est tout le défi à relever. Ok, alors, et cette annonce, elle est tombée d'ailleurs quelques jours après le plan cloud de 1,8 milliard d'investissement. Donc Yann Lechel, vous n'étiez pas là à ce moment-là pour réagir. Oui. Mais comme vous êtes un de ces opérateurs du cloud, ça m'intéresse de vous entendre à ce sujet. Alors, évidemment, ces deux annonces sont assez similaires dans les montants. Les montants ne sont pas neutres et à la fois, ils sont assez petits. Le danger côté cloud, c'est qu'on est sur de l'industrie lourde établie avec des enjeux de loi extraterritoriale. Et aujourd'hui, finalement, le fléchage de ces montants est plutôt orienté vers le futur cloud, c'est-à-dire le edge computing. Il n'adresse absolument pas le temps présent. Et ce temps présent est plutôt adressé par la doctrine du cloud, qui elle-même aura tendance à favoriser
le statu quo, c'est-à-dire les acteurs dominants. C'est eux qui sont mis en avant, ce sont ceux qui sont préférés d'avance, et on le voit par les communiqués, etc. Donc il faut se battre sur le moment présent. Cette annonce du financement et de l'ambition du plan de relance pour le cloud est sur un autre sujet, c'est-à-dire le cloud de demain. Il faut s'adresser sur le sujet oui, parce qu'on a entendu que la bataille du cloud d'aujourd'hui, de toute façon, on l'avait perdue. Mais ça, je m'y oppose. On n'a pas perdu la bataille, puisque évidemment, les grands schémas regardent le marché établi. Le marché est dominé par des acteurs dominants. Donc si on interroge les clients de ces acteurs, eux vont dire « je suis satisfait par ces solutions ». Or, il existe en France et en Europe 3 acteurs, 4, 5 du cloud, ils sont tous français. Donc on a en France quelque part un avantage compétitif sur le reste de l'Europe, déjà. Je ne dirais pas qu'on a un avantage compétitif. Il y a un Allemand, T-Systems. T-Systems, voilà. Ouais. Mais on a en France une espèce de densité sur le sujet qui nous favorise. Oui. Alors moi, je voulais quand même aussi dire que les choses bougent visiblement là-dessus, puisqu'on a entendu Cédrico nous dire que la France, elle s'opposera à tout label unifié au niveau européen qui ne postulerait pas l'indépendance au Cloud Act américain. Et là, on a vu l'ANSSI qui commence à bouger, à adapter son référentiel pour justement trouver un moyen de s'isoler des lois extraterritoriales. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on sait faire ça? C'est une nécessité de toute façon absolue si on veut avoir une véritable souveraineté numérique et une indépendance aussi numérique. On voit aujourd'hui que tous les acteurs, quelle que soit l'activité numérique qui est en place, a besoin d'avoir cette indépendance numérique pour ne pas dépendre, si vous voulez, des GAFAM. C'est quand même un objectif majeur. Vraiment, on me dit, il y a déjà le RGPD, le Règlement européen sur la protection des données, qui déjà devrait faire ce boulot, et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors le RGPD regarde sur les données à caractère personnel, mais il y a aussi tout le problème des systèmes d'information, il y a toutes les questions d'hébergement. Et en même temps, si vous voulez, la question qu'on se pose, qui est fondamentale dans le cloud, c'est si jamais à un moment donné, j'ai un service qui est dégradé, comment je fais? Donc il faut avoir quand même des solutions. Il n'y a pas un cloud, il y a des clouds, et dans les clouds, il faut avoir aussi des acteurs européens qui vont nous permettre d'avoir des plans de reprise d'activité, des plans de continuation d'activité, donc c'est très important. Mais est-ce que, parce que les Américains, ils se sont créés tout un arsenal de textes réglementaires qui leur permet d'aller piocher des données où ils veulent quand ils en ont besoin, par-delà les règles nationales. Est-ce que nous, on est capable d'imposer aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'imposer des règles qui interdisent ça? Mais regardez le RGPD. On a gagné cette bataille. J'allais dire qu'on a mis en place pour la protection des données des règles qui a des demandes de mise en conformité qui aujourd'hui deviennent le standard. Et donc, dans le cadre du cloud, cette démarche que l'on met en place est nécessaire parce qu'elle nous permet justement d'avoir un contrôle sur l'hébergement de nos données, leur stockage, leur utilisation. Donc ça, c'est un point important. Et derrière ça, il faut encourager toutes ces démarches. Et donc, il est important que les entreprises européennes fassent appel à des hébergeurs de cloud européens. Ça commence par ça. C'est encore la version plus simple. Oui, non, mais Elle existe aujourd'hui. Et elle existe aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, c'est un bon signe, là, ce qui se passe du côté de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI? Est-ce que c'est bon signe le fait qu'elle bouge sur les critères pour obtenir ce label Secnum Cloud, donc cloud de confiance, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'alourdir encore les procédures et de pénaliser finalement les acteurs nationaux? Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va pénaliser les acteurs de moyenne et de petite taille. Donc l'ANSSI, évidemment, est à sa place pour aider la société à s'améliorer d'un point de vue cyber, de se protéger. Là encore, c'est un sujet de tous les jours, pour tous. Mais la configuration de la doctrine du cloud, du gouvernement, en combinaison avec le Secnum Cloud, le fameux label de qualification de l'ANSSI, est une combinaison détrimentale pour justement que cette adoption ait lieu à la fois du côté des administrations et du secteur privé. Bon, alors ce profil, un sommet, d'ailleurs ça commence aujourd'hui, je crois, oui. Aujourd'hui et demain, autour de Gaia-X, qui est cette initiative franco-allemande, on va dire européenne, autour de l'instauration d'une nouvelle norme de cloud européen. Si je dois résumer, parce que pour moi c'est encore assez flou. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce sommet? Eh bien, je vais être très sévère, et je vais même vous dire aujourd'hui, parce que j'ai décidé hier,
nous allons ne pas renouveler notre cotisation à Gaia X. Donc vous sortez, Scaleway sort de Gaia X. De Gaia X. Pour quelle raison? Parce que Gaia X, finalement, même si évidemment les fondements étaient positifs, l'idée de fédérer les acteurs dominants notamment, au niveau de la data, qui est évidemment là où se capte la valeur, Gaia X aura tendance à fonctionner exactement comme les systèmes paradoxaux qui favorisent le statu quo, puisque les acteurs dominants sont dans la conversation tous les jours, sont dans les comités techniques avec un poids extraordinaire. Donc je regrette que Gaia X... Ils ne sont pas dans le conseil d'administration, ils sont pas là. Je me suis battu, mais en réalité, de manière très indirecte, leurs intérêts sont représentés. Donc en quelque sorte, Gaia X tentait d'apporter une réversibilité avec des systèmes assez complexes qui n'existent pas encore. Donc rien ne sera livré cette fois-ci non plus, aussi à cause de cette lourdeur. Alors qu'en réalité, tout existe déjà. Le sujet, c'est le multi-cloud. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les consommateurs qui déploient des architectures ne doivent pas se retrouver bloqués. Et donc, l'approche multi-cloud consiste à avoir une approche ouverte côté client pour justement ne pas dépendre d'un seul acteur. Mais comment on crée cette unification, on va dire, des forces et des puissances européennes? En tout cas, je ne peux parler que pour Scaleway. Scaleway va se focaliser sur notre vélocité. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre du temps dans des entités qui finalement ne vont pas à la vitesse à laquelle il faut aller. Il faut aller à la vitesse du marché. Or, les acteurs qui ont déjà gagné ce marché veulent tout faire pour que les nouveaux entrants ne rentrent pas. Ce sont les forces du marché. Donc on va favoriser la vélocité et ne pas perdre de temps avec des entités qui, on va les observer de l'extérieur. Choses. Alors ça, c'est une annonce importante. Oui, et puis il y a deux aspects. Il y a la question de la réversibilité, il y a la question aussi de l'interopérabilité. Or, en fait, à la base, l'interopérabilité, elle vient d'acteurs qui eux-mêmes ont mis en place cette interopérabilité. Oui. Donc, vous voyez, mais je pense qu'il faut à un moment donné, quand on est dans de tels projets, qu'on ne fasse pas que des déclarations et qu'on soit aussi dans l'action. Ouais. Et donc, en fait, c'était une question importante. Si on veut il faut une étanchéité véritable, et puis il faut mettre en avant et protéger les acteurs qui sont des acteurs européens. Donc là, on a quelque chose qui est une demi-mesure, et donc effectivement, à un moment donné, on a des acteurs qui disent finalement, je me retire, ça ne sert à rien. Et c'est ça aussi un vrai problème, c'est qu'il y a une gouvernance au niveau, j'allais dire, du numérique qui doit être européen et qui ne doit pas être une demi-mesure. C'est aussi un point important. Et dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, voilà. Donc, enfin, si il se retrouve sans ces acteurs français, ça va quand même poser un petit problème. Ça ne changera pas grand-chose, finalement, à la dynamique de Gaia X. Mais ça pose problème parce qu'en effet, l'objectif qui était souhaité notamment par beaucoup d'acteurs français n'était pas le même objectif côté allemand. Peut-être en faisant une pirouette, il faudrait que ceux qui sont dans les nuages reviennent sur Terre et que derrière, sur Terre, on voit un peu les véritables enjeux. Un des enjeux, c'est que quand on a un contrat cloud, aujourd'hui, avec des acteurs qui sont européens, on peut les négocier. Oui. On ne peut pas le faire avec d'autres acteurs. Donc c'est aussi un point important et un message qu'il faut donner aux entreprises. C'est une proximité. Voilà, et il faut une proximité et il faut favoriser en fait cet enjeu. Voilà. Plus que négocier, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de tarifs. Alors même si on a des tarifs, c'est une question de pouvoir co-construire le cloud de demain avec une culture européenne. Ça, c'est essentiel. Et il est très important pour faire un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'IA. Parce que si on veut avoir une véritable IA de sécurité, il faut avoir un véritable cloud qui va nous permettre de pouvoir mettre en place des échanges. Bon, et puis il y a tout l'enjeu technologique derrière, puisqu'on a eu un débat sur la question du lien entre la souveraineté numérique et le logiciel libre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les technologies du cloud, on a aussi des atouts à faire valoir sur le logiciel libre qui pourraient nous permettre de répondre à l'éthique. Et la cybersécurité, parce que finalement, ça sera un moyen intéressant. Alors, Yann Lechel, on termine avec votre regard sur l'actualité. Il y a quelque chose qui vous a titillé. Ah oui. Alors, j'ai découvert hier sur French Web et j'ai confirmé avec le fondateur de Tempo, qui est une start-up française de deep tech, qui travaillait sur la stack Bluetooth, c'est-à-dire ce protocole de communication courte distance entre nos mobiles et nos écouteurs, eh bien, tout le monde l'utilise de manière planétaire. Et Tempo avait développé une solution qui permettait d'augmenter l'intelligence de cette couche logicielle qui est le début, les prémices des operating systems, des OS, des systèmes d'exploitation de l'interface audio de demain.
les interfaces vocales. Eh bien, cette Ce petite sont pépite les française, nouvelles interfaces. Ouais, voilà, cette pépite française a été rachetée par Google. Voilà. Et personne n'est au courant parce que finalement, c'est resté très discret. Et ça fait partie de ces sujets où ces acteurs, encore une fois dominants, captent l'innovation très très tôt, avant que cette innovation puisse devenir une véritable plateforme de demain. Cette fois-ci, elle aurait pu être européenne. Eh bien voilà, cette pépite s'en va chez Google. Alors c'est bien pour les fondateurs parce que probablement ils ont eu des difficultés à lever des fonds en France, en Europe. Donc tant mieux pour eux parce qu'ils ont réussi à préserver la dynamique du projet. Mais ce projet, cette propriété intellectuelle, s'en va à nouveau vers ces acteurs dominants qui ne fait que renforcer le statut quo. Oui, c'est le patron du fonds, Elaya, qui disait que c'était effectivement de bonnes nouvelles, que les étrangers s'intéressent à nos pépites françaises, mais il fallait que la réciproque existe également, et on en est loin aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos commentaires sur l'actualité à tous les deux. Yann Lechel, je rappelle que vous êtes président de Scaleway, et Gérard Arras, avocat et coprésident de l'association Les Juristes Notes. D'ailleurs, aujourd'hui, à 18h, on aura le procès de la tech écologique qui sera disponible en replay, donc sur YouTube. Absolument. Merci beaucoup. On part en pause et juste après, on continue sur l'intelligence artificielle. On va parler de nos amis numériques, parfois un peu trop humains.